Chère Florence de Botton, Monsieur le Président, chers amis, je tenais en effet absolument à être là ce soir et je voudrais vous dire en quelques mots, sans bien les connaître, qui sont pour moi Beaté et Serge Klarsfeld qui reçoivent ce soir le prix Scopus de l'Université hébraïque de Jérusalem. La première chose qui me frappe lorsque j'observe leur parcours et lorsque je réfléchis à leur vie, c'est d'abord leur extraordinaire solitude. Serge Klarsfeld vient de vous en dire un mot. Cela peut sembler surprenant aujourd'hui, où ils sont familiers des puissants, où ils sont couverts de gloire et d'honneur, à commencer par celui qu'ils reçoivent de vos mains ce soir. Mais le fait est là. Je me rappelle ma première rencontre avec Beaté Klarsfeld en 1972. J'étais jeune journaliste à combat, je venais l'interviewer, et elle avait déjà, si j'ose dire, derrière elle, la gifle au chancelier Kissinger, dont Philippe Labro vous a parlé, le décret d'extradition entre la France et l'Allemagne, permettant à l'Allemagne de juger les criminels nazis condamnés par contumace en France. Elle avait, si j'ai bonne mémoire, derrière elle, l'affaire Aschenbach, cet autre nazi qui était proposé à l'époque par le gouvernement allemand pour être commissaire à la Commission européenne de Bruxelles. Et tout cela, elle l'avait fait seule, c'est-à-dire qu'elle l'avait fait contre. Elle et Serge Klarsfeld avaient fait cela et bien d'autres choses encore, contre les intéressés naturellement, contre les États qui ne voulaient pas entendre parler de ces perturbateurs, de ces agitateurs, et même, en effet, Serge l'a dit tout à l'heure, contre une part importante de la communauté juive française qui était revenue bien vite à ses torpeurs d'antan. Il y avait un film à l'époque, quelques semaines peut-être avant cette rencontre, qui venait de sortir en France, qui s'appelait « Les hommes contre », un film de Francesco Rosi. Eh bien, pour moi, en ce temps-là, et d'une certaine manière, les choses n'ont pas changé, les hommes et les femmes contre, c'était Beaté et Serge Klarsfeld. Il y avait les États et les Klarsfeld, il y avait les partis et les Klarsfeld, il y avait souvent les associations communautaires et les Klarsfeld. Les Klarsfeld étaient, en ce temps-là, ils sont encore aujourd'hui un parti, un État, un monde à eux tout seuls. C'est ainsi qu'ils sont perçus, au demeurant partout. Leur modestie va en souffrir, mais c'est un fait, à l'étranger. Et ce sont ces seuls-là, cette femme seule et cet homme seul, qui ont depuis des années, pendant des décennies, soulevé véritablement des montagnes. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est seul et qu'on doit soulever des montagnes? Comment est-ce qu'on fait quand on est seul et quand on doit soulever des montagnes et qu'on a contre soi les États les plus puissants du monde, les opinions publiques en général, bref, le monde? Eh bien, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on ruse, c'est qu'on invente des stratagèmes, c'est qu'on transforme sa faiblesse en force, c'est qu'on réinvente cette stratégie de dissuasion du faible au fort dont nous savions déjà et dont nous savons aujourd'hui qu'elle est le propre de toutes les guérillas du monde. Eh bien, c'est pour moi le second trait qui permet de caractériser les Klarsfeld. Là encore, ils n'en ont pas l'air, ça n'est pas nécessairement l'image qu'ils donnent aux plus jeunes d'entre vous. Néanmoins, le second trait qui me semble devoir les caractériser, c'est que ce sont des guérilleros de la mémoire. Pas seulement à cause de leur coup d'éclat médiatique, pas seulement à cause de cette loi du tapage qu'ils inventent avant tout le monde, pas seulement à cause de leurs incarcérations à répétition, mais parce que tout dans leur méthode et depuis le premier jour tient
de la guerre de guérilla. J'ai souvent entendu Serge Klarsfeld dire que pour accomplir l'œuvre de sa vie, dont Philippe Labro vous a si bien parlé, il ne reculait devant aucun moyen ou presque. À la manière des guérilleros, il n'a pas craint d'envisager le kidnapping, comme il l'a fait en 1972 avec Régis Debray en tentant d'enlever Klaus Barbie. Il n'a pas craint, il l'a souvent dit, afin de faire œuvre de mémoire, d'accomplir l'œuvre de sa vie, il n'a pas reculé devant le mensonge. C'est l'histoire qui me fait toujours tant rire du jour où Serge Klarsfeld a produit un communiqué annonçant, alors qu'il savait que c'était faux, que le président François Mitterrand avait renoncé à aller rituellement chaque année déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain. C'était un pur mensonge, mais qu'allait faire le président Mitterrand? Démentir, c'eût été se condamner. Belle victoire de la guerre de guérilla. De même encore, les Klarsfeld, pour faire œuvre de mémoire, pour accomplir l'œuvre de leur vie, pour rendre justice aux victimes oubliées dont parlait tout à l'heure Elsa Silberstein, n'ont pas craint d'user du chantage. Là encore, je me rappelle comment, lors d'un discours au Veldiv du même président de la République, Serge Klarsfeld, c'est lui qui l'a raconté, avait dit à l'un des hauts dignitaires du régime, un des grands ministres du gouvernement de l'époque, qu'il voulait bien l'accompagner à la tribune, mais à la condition que un geste soit fait, et non des moindres, qui d'ailleurs ne fut finalement pas fait, pour que soient reconnues ces mémoires oubliées. Bref, toutes les méthodes, ou presque, et encore presque, je ne suis pas sûr, car il est arrivé à Serge de dire que dans certains cas, les criminels nazis particulièrement monstrueux, que l'on n'aurait pas réussi à juger ou à extrader, il lui est arrivé de confier publiquement, dans des interviews publiques, que, ma foi, l'idée qu'il puisse mourir de mort non naturelle ne le choquait pas outre mesure. Bref, des guérilleros, pour les Klarsfeld, la mémoire, c'est la guerre. Ça n'est pas une espèce de travail tranquille que l'on ferait en s'asseyant autour d'une table et en négociant de bons compromis. Non, les sociétés ne veulent pas de la mémoire. L'Allemagne et la France n'auraient sans doute pas voulu de la mémoire si des voix ne s'étaient élevées très tôt. Simone Weil, Claude Lanzmann et les Klarsfeld pour faire de la mémoire ce chant de guerre. Guerre pourquoi alors? Lorsqu'on écoute bien les Klarsfeld, ils donnent à cette question une réponse qui, elle aussi, peut surprendre. En principe, c'est une guerre pour le droit. Et Serge Klarsfeld, comme vous le savez, comme son fils Arnaud, qui a repris si brillamment le flambeau, sont avocats. Sauf que Serge a souvent dit que le droit, il n'aimait pas ça tant que cela. Il a souvent dit qu'un droit qui ne serait pas accordé à des valeurs supérieures à lui ne valait pas une heure de peine. Et il a souvent dit que le droit ne valait pas sans la justice. Et il lui est même arrivé, il est arrivé plus exactement à Arnaud, dans un procès particulier, le procès Touvier, d'être face à une situation où il y avait d'un côté le droit et de l'autre la réalité. Le droit, c'était la loi qui faisait que Touvier ne pouvait être condamné que si on le convainquait d'intelligence avec l'occupant. Sauf que la réalité de la monstruosité du crime de Touvier, c'est que les enfants qu'il avait menés à la mort, il ne l'avait pas fait sur ordre de l'occupant, mais de sa propre volonté. En disant la réalité, on prenait le risque de faire acquitter Touvier. Ce jour-là, Arnaud Klarsfeld a pris la responsabilité, a pris le risque probablement calculé, comme tous les bons guérilleros,
de choisir la réalité contre le droit et d'obtenir et la condamnation de Touvier et la modification du droit. Est-ce que cela veut dire que le combat des Klarsfeld serait un combat pour la justice? Là non plus, ça n'est pas si simple, car je les crois là aussi trop instruits des grands débats philosophiques que le XXe siècle a fomentés autour de toutes ces affaires-là pour croire qu'il s'agisse véritablement de justice. Les Klarsfeld savent qu'il y a des crimes dont aucune justice ne permet d'obtenir réparation. Ils savent, ils connaissent les termes de la discussion qui fut menée jadis au moment du procès Eichmann, le premier de ces procès, entre Gershom Scholem et Hannah Arendt, où il fut dit que, pour un criminel comme Eichmann, même la peine capitale ne serait pas une peine de justice, car elle serait encore, eu égard au crime commis, une peine minimale. Donc, pas la justice, pas le droit. Je ne suis même pas certain que l'on puisse dire que le combat des Klarsfeld soit un combat pour la morale en général. Je les crois plus froids que cela, plus méthodiques que cela dans leur colère et dans leur œuvre. Je ne crois pas qu'ils aient jamais eu tellement l'idée de faire la morale aux criminels et à la société. Ils savent, les Klarsfeld, que la culpabilité, elle vient jamais après, qu'elle n'est jamais le fruit d'un procès, c'est avant qu'on est éventuellement coupable et que la culpabilité arrête le crime, jamais après. Bref, je crois que la guerre que mènent les Klarsfeld, c'est un peu une guerre pour le droit, un peu pour la justice, peut-être, un peu pour la morale, mais que c'est d'abord, et c'est ce qui fait toute la force de leur engagement, toute sa singularité, une guerre pour la vérité. La vérité dont un grand écrivain français, en 1933, il était alors un grand écrivain français, Louis-Ferdinand Céline, disait qu'aucun régime, dans son hommage à Zola, qu'aucun régime dictatorial, aucun gueulement dictatorial, disait-il, ne résisterait une seconde. Et la vérité dont Freud dira quelques années plus tard qu'elle est le ciment, la semence de toute organisation sociale échappante à la barbarie. Un combat pour la vérité. Et puis enfin, j'en arrive à ce qui est pour moi, et je crois pour tous ceux qui ont parlé avant moi, le moment le plus bouleversant de l'aventure des Klarsfeld et de l'aventure en particulier de Serge. C'est-à-dire ce moment où Serge se rend compte que poursuivre les criminels sans prendre en compte les victimes n'aurait tout à coup pas de sens, et c'est le moment où il s'engage dans le vrai grand œuvre de sa vie, qui est le mémorial de la déportation des Juifs de France, qui aura, comme vous savez, sa version de pierre et sa version de papier, et qui est véritablement son grand œuvre. Je dis que cela est bouleversant, car rien n'est plus beau que cet homme qui vit depuis des décennies, hanté par les morts, habité par les morts, dans leur secrète parentèle, comme il vient de nous le dire à l'instant. Serge Klarsfeld, là aussi, la comparaison peut peut-être surprendre, et pourtant, Serge Klarsfeld, il est depuis des décennies comme ce héros du roman de Albert Cohen, Solal, qui mène une double vie, le jour avec les princes et les puissants, la nuit dans les caves de sa mémoire, avec tout un peuple d'ombre à peine sorti des limbes, ces petits fantômes, ces enfants qui n'ont pas grandi et auxquels il offre son propre corps et son double mémorial comme un tombeau vivant. Cela est magnifique. Magnifique aussi la façon dont ce juif laïque, je crois, qu'est Serge Klarsfeld, réinvente, ce faisant, les gestes juifs les plus anciens et les plus chargés de spiritualité. Car enfin, dénombrer des noms
c'est le geste même de ce livre qui s'appelle Les Nombres et qui n'est rien d'autre qu'une dénombration de noms, qu'un dénombrement de noms, ou une dénombration de noms. L'Exode, comme vous savez, s'appelle en hébreu les noms. Et quel est le grand juif de la tradition et de la modernité qui n'ait compris que le judaïsme n'est rien s'il n'est une tentative permanente pour faire ressusciter les noms. Un exemple parmi d'autres, Franz Kafka, qui voyant venir à lui en 1920 un jeune musicien, Gustave Janouche, qui vient lui dire qu'il voudrait sauver le peuple juif en écrivant une sorte de grand drame mettant en scène la foule juive anonyme, Franz Kafka qui lui dit, et c'est presque Serge Klarsfeld qui parle, « Malheureux, n'en faites rien, l'anonymat c'est l'absence de nom, et le judaïsme ça n'est rien d'autre que le nom présent, et si possible ressuscité. » Cela encore me semble être d'une beauté absolue. Et très beau enfin, dans cette affaire de dénombrement, de dénomination, à quoi s'est attelé Serge Klarsfeld, le fait qu'au fond, lorsqu'on y réfléchit bien, ce statut de mort sans nombre, de mort sans tombe, de mort sans visage, c'est porté à son paroxysme, bien sûr, à sa singularité la plus atroce, un statut si moderne. Toutes les guerres d'aujourd'hui, toutes les guerres oubliées dont s'endeuille la planète font des victimes qui sont des victimes en vrac, en tas, en grand nombre, non dénombrées, qui attendent leur Klarsfeld. En quoi Serge Klarsfeld, par son œuvre de vie, atteint véritablement à l'universel. Pourquoi, je crois, l'université hébraïque de Jérusalem lui dit aujourd'hui sa gratitude. Et puis enfin, un tout dernier mot à propos de l'université, ou plus exactement 2 derniers mots. D'abord, je voudrais évoquer d'un mot un lauréat du prix Scopus de l'université hébraïque de Jérusalem, qui m'a précédé, qui a précédé Simone Weil, qui a précédé les Klarsfeld. Un homme que son apport à l'universel et son passé d'enfant juif des ghettos polonais et de fils de déportés massacrés à Auschwitz ont rendu digne, il y a maintenant 6 ans, de ce magnifique prix qu'est le prix Scopus. Cet homme-là, lauréat du prix Scopus en 2003, il devrait être parmi nous ce soir, il n'y est pas. Il s'appelle Roman Polanski, et s'il n'y est pas, c'est que une épouvantable histoire qui semble inventée par une cervelle kafkaïenne semble faire qu'il risque aujourd'hui de terminer sa vie comme il l'a commencé pour un péché très ancien, enfermé. Et puis un dernier mot à propos de l'université elle-même. Monsieur le Président Bensasson, Madame de Botton, cette université magnifique qui fut en effet le ferment de l'État d'Israël, un cas unique au monde d'université qui précède un État et qui porte son rêve de libération, cette université qui fut celle de Gershom Scholem et d'Einstein, cette université qui reste celle aujourd'hui où l'on excelle et dans la science du judaïsme et dans la science tout court, la plus belle des universités, dont les recherches en particulier sur l'intelligence et le cerveau font autorité dans le monde entier, c'est elle qui nous rassemble ce soir, c'est pour elle que nous sommes venus, certains, d'assez loin, et c'est elle que nous sommes là pour servir, comme disait encore Franz Kafka dans une lettre magnifique à Milena, la forme la plus haute de la joie, c'est le don. Je vous remercie.